Qui n'a jamais fait de propulsion? Ok, bon alors briefing. Je vous propose de vous résumer un peu la mise en dérive de la propulsion sur un seul virage. Alors c'est pas un rébut, hein. Voilà. C'est une épingle. 80% des virages dans lesquels vous allez rentrer aujourd'hui ressemblent à ce type de virage, alors que ce soit des épingles fermées ou des virages un peu plus ouverts, virages dans lesquels nous nous retrouvons d'ailleurs aujourd'hui. Malgré tout, alors attention, quand je dis 80% des virages, ça veut dire qu'il y a quand même quelques virages qui ne vont pas rentrer dans cette famille, et ça on en reparlera parce qu'il y a quand même des vraies différences de niveau aujourd'hui. Épingle, plusieurs étapes, l'entrée dans le virage, la gestion de l'inertie, le contrôle de la dérive et la fin de la dérive. Voilà un peu comment va être séquencée cette partie de théorie. Allez, on va prendre une voiture qui rentre dans une épingle. Voilà, elle va par là. On préférera toujours rentrer dans une épingle avec de la décélération, puisque la décélération, elle permet de charger l'avant et de gagner en pouvoir directionnel. Un train avant qui est chargé fonctionne beaucoup mieux qu'un train avant qui est délesté. Je vais donc rentrer en décélération dans ce virage. On estime que cette voiture, elle fait 1 tonne. Essayez de me répartir les masses sur chaque roue, quelle est en tout cas d'après vous la roue la plus chargée. En effet, c'est l'avant gauche. 4, 3, 2, 1. Alors, je n'ai pas fait des hautes études hein, pour vous envoyer ce genre de chiffres. Malgré tout, ça peut ressembler à peu près à un truc comme ça. Vous allez vous retrouver sur une voiture d'1 tonne avec à peu près 700 kg devant, 300 derrière. On va aller un peu plus loin dans l'histoire. Vous étiez en décélération et pour X mille raisons qu'on ne va pas énumérer maintenant, je pose le pied sur le frein. Pas très fort d'ailleurs, je pose le pied sur le frein que je maintiens. En gardant le pied sur le frein, je vais venir charger un peu plus l'avant et délester un peu plus l'arrière. Il faut savoir que sur certaines voitures, on pourra se retrouver ici, zéro en effet, avec la roue physiquement décollée du sol. Alors ça ne vous arrivera pas aujourd'hui puisque les voitures qu'on va vous proposer, les pneus merdiques qu'on va mettre sur la voiture et le fait d'arroser le circuit vont réduire un peu les contraintes au sol et nous empêcheront d'aller à ce point dans le transfert. Alors zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la roue est physiquement décollée du sol. D'ailleurs, la Golf GTI, depuis maintenant 40 ans, se retrouve avec la patte en l'air dès qu'elle est brassée par les journalistes. Qu'est-ce qui risque de se passer à ce moment-là? On se retrouve avec 900 kg ici devant, 100 kg derrière. À partir du moment où vous êtes rentré dans le virage, vous êtes mis sous l'effet de force centrifuge qui pousse de manière uniforme sur le côté de la voiture. Pousse devant, il y a 900 kg. L'avant ne bougera pas. Pousse derrière, il y a simplement 100 kg. Et le risque, c'est que cette force-là prenne le dessus sur l'adhérence et que votre voiture se mette à glisser. Et il y a un truc qu'il faut bien capter, c'est qu'à ce moment-là, on n'est pas du tout en train de parler de traction, de propulsion, de 4 roues motrices. On est en train de parler d'un phénomène physique qui s'applique sur une voiture en mouvement. Et c'est pour ça que lors de nos discussions entre nous et entre potes, on dit « ouais, les tractions, ça fait comme ça. Ouais, les propulsions, ça fait comme ça. Et puis les 4 roues motrices, on ne sait pas trop ce que ça fait. » Non, non, la voiture, elle fera ce qu'on lui demande. Alors vous verrez, des fois on lui demande volontairement, des fois on lui demande involontairement, et ça vous arrivera aujourd'hui. Il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, passé 100 km/h, on se casse tous la gueule de la même manière avec nos voitures. Vous prenez une traction, une propulsion, une 4 roues motrices, vous la lancez à 100 km/h et dans le virage, vous posez le pied sur le frein, le poids vient devant, l'arrière est délesté et la voiture se met à glisser quoi qu'il arrive. Alors en revanche, en effet, il y a des subtilités. Des fois le moteur est là, des fois il est là, des fois il est là. Et ça, on ne va pas se mentir, ça va quand même changer l'équilibre de la voiture. Alors, les voitures les plus pédagogiques, celles avec lesquelles vous allez le plus capter ce qui se passe tout de suite, ce sont les voitures avec un moteur qui est devant, pour plusieurs raisons. Et typiquement, dans notre flotte aujourd'hui, le vaisseau amiral, la M4, est l'outil quasi parfait pour l'apprentissage de la dérive. Pourquoi? Parce qu'en effet, vous avez un moteur devant, ça veut dire que vous avez un train arrière relativement léger. Je dis relativement parce qu'une M4, ça fait quand même 1 tonne 8. Malgré tout, train avant, ancré dans le sol, train arrière léger, qu'il sera assez facile de délester pour que la voiture se mette à glisser. Deuxième avantage, c'est que ce train arrière étant assez léger, il n'emmagasinera pas beaucoup d'inertie, donc il s'arrêtera de glisser facilement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est tout bénef. De plus, la voiture est longue, elle sera donc progressive, et elle est lourde. Alors en compétition, le poids est notre ennemi. Dans l'apprentissage de la glisse, le poids est votre ami. Parce qu'une voiture qui est lourde, c'est une voiture qui a de l'inertie. Vous allez lui demander de glisser, ouf, elle va y aller, c'est un pago, elle est partie, elle ne changera pas de cap comme ça. Et vous, ça vous laissera du temps pour faire autre chose. Et faites-moi confiance, du temps, à ce moment-là, vous en aurez besoin.
Vous aurez aussi aujourd'hui la possibilité d'évoluer avec un moteur central. Alors moteur central arrière, il est juste posé derrière vous ce moteur, dans le Cayman notamment. Vous verrez que ces voitures ont un équilibre un peu différent, qu'il est peut-être un peu plus facile de perdre un petit peu le train avant, d'avoir un train avant plus paresseux. Et vous ressentirez déjà l'effet de cette inertie de ce moteur qui est plus devant vous, mais qui est bien derrière vous, qui mettra du temps à bouger. En revanche, quand il a commencé à bouger, ça ne s'arrêtera pas comme ça. Ça nous permet d'aller jusqu'à l'extrême. Alors on ne va pas se mentir, aujourd'hui j'ai plus de 900 GT3 à vous proposer. J'en ai eu 2 des GT3 et j'ai fini par me lasser à force d'aller les chercher au fond des bacs à gravier. Alors peut-être qu'un jour de nouveau je vous proposerai une GT3. Sachez simplement qu'avec ce genre de voiture, on n'apprend pas à glisser, on fait ce qu'on sait faire, c'est la vraie différence. Cette voiture-là, et d'ailleurs je vous pose la question, entre cette voiture-là, celle-là et celle-là, à vitesse ISO et en dimension de pneus ISO, laquelle va glisser en premier? Ce sera celle-là, absolument. Pourquoi? Parce que là, le poids du moteur appuie sur les roues arrière et retarde le moment où ça se passe mal. En revanche, quand ça commence à glisser, il faut avoir lu toutes les pages du manuel parce que là, vous comprenez ce que le mot inertie veut dire. L'arrière va s'en aller. Bon allez, on passe maintenant aux étapes qui nous intéressent. On va donc enlever cette voiture, on va garder notre épingle. Alors les étapes qui nous intéressent, elles sont assez simples. Voiture en entrée de virage, jusque là tout va bien. Je demande à ma voiture de glisser. Elle glisse, elle glisse, elle glisse. Pour les plus teigneux, elle glisse encore. Et à un moment, elle doit s'arrêter de glisser. Alors, ce n'est pas la voiture qui va s'arrêter de glisser, c'est bien vous qui allez lui demander à cette voiture d'arrêter de glisser. Pour demander à la voiture de glisser, on reprend les ingrédients qu'on a vus tout de suite. Je tourne mon volant, je lâche l'accélérateur, je mets le pied sur le frein. Je tourne mon volant, je me mets sous l'effet de force centrifuge, je lâche l'accélérateur, je charge l'avant, je mets le pied sur le frein, je charge encore plus l'avant. L'arrière est délesté et se met à glisser. Alors malgré tout, il y a des petites subtilités. L'angle de volant que vous allez donner n'est pas du tout proportionnel à l'angle de dérive que vous voulez donner à la voiture. Il ne faut surtout pas se dire « tiens, je veux peu glisser, donc je tourne peu mon volant » ou « tiens, je veux beaucoup glisser, donc je tourne beaucoup mon volant ». Ça, c'est une première erreur. L'angle de volant, pour demander à la voiture de glisser, sera toujours le même. Il est d'environ 1/4. Alors, il faut savoir qu'1/4 de volant, pour entrer dans une grande courbe, c'est d'une logique implacable. En revanche, tourner d'1/4 le volant pour entrer dans une épingle, ça commence à nous poser un sérieux problème parce que l'angle de volant qu'on vous demande de mettre ne vous permet pas de prendre le virage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vous demander de rentrer dans, vous savez, ces épingles de montagne où on voit la voiture remonter, juste là, de rentrer dans cette épingle avec ça. Eh bien, je peux vous assurer que notre vieux cerveau, à ce moment-là, ça va lui poser un sérieux problème. Et on a tous un petit côté plus-plus, où dans ces cas-là, on décide de rajouter un peu. Alors d'après vous, qu'est-ce qui risque de se passer si j'en rajoute? Alors attention, si je pose la question, c'est qu'il y a un piège. 2 solutions, je vous aide. Soit la voiture part franchement tête à queue, soit la voiture refuse de rentrer dans le virage. Oui, en effet, la voiture va refuser de rentrer dans le virage. Vous allez perdre le pivot. N'oubliez pas une chose aujourd'hui, c'est que pour que l'arrière de la voiture glisse, il faut que l'avant soit pivot. Pour que l'avant soit pivot, il est impératif qu'il comprenne ce que vous lui demandez. Surtout, ne lui demandez pas beaucoup à votre train avant. Et c'est d'ailleurs pas le volant qui vous emmènera en sortie là-bas. C'est la dérive de la voiture qui vous y emmènera. Donc ça, c'est très important parce que ça va conditionner ce qui se passe derrière. Peu de volant. Et après, je vous dis quoi? Je vous dis, quart de volant, lâche l'accélérateur pour venir freiner. Alors ça demande une petite explication quand même. La vitesse à laquelle vous allez rentrer dans le virage, la vitesse à laquelle vous allez rentrer dans ce virage, c'est 50 km/h. Alors au début, on se dit wow, 50 km/h, c'est quand même pas bien vite, on va s'emmerder un peu. Alors ça, on en reparlera tout à l'heure dans la voiture. Vous allez évoluer aujourd'hui sur un circuit loisir. Et je peux vous assurer que si ces virages existaient sur la route, ils clignoteraient comme ça en grand danger, parce qu'ils sont vraiment très fermés. 50 km/h, ce n'est pas une vitesse que je vous donne comme ça pour acheter ma tranquillité et me dire, tiens, finalement, si ça rentre à 50, je suis peinard, on ne prend pas de risque. Non, non. 50 km/h, c'est la vitesse qui vous permettra aujourd'hui, dans cet environnement-là,
d'avoir la bonne inertie. Ça veut dire quoi la bonne inertie? Ça veut dire que vous allez lancer, et vous allez jouer avec l'inertie de votre voiture. Vous allez lancer votre voiture à la bonne vitesse. Je fais toujours la comparaison avec le basketteur qui fait son lancer franc. Qu'est-ce qu'il fait? Il calibre la force avec laquelle il doit lancer son ballon pour que le ballon il aille directement dans le panier. Eh bien vous, c'est pareil. Vous devez lancer la voiture à la bonne vitesse dans ce virage. Alors la vraie différence entre le basketteur et nous aujourd'hui, c'est que lui, quand il a lâché le ballon, l'histoire elle est écrite. Éventuellement un coup de vent qui perturbera le ballon. Vous avez une chance extraordinaire, vous, aujourd'hui. Une fois que vous avez lancé la voiture, vous avez encore l'accélérateur et le frein disponibles à tout moment. Mais vous verrez que ce réflexe ne vous viendra pas du tout. Et ce qui est très redoutable d'ailleurs, c'est que vous allez lancer la voiture dans le virage en espérant que ce soit la bonne vitesse. En oubliant que vous avez la capacité d'aller. Et vous entendrez José vous le dire de temps en temps au Toki d'ailleurs, n'hésite pas à pianoter. Quand José vous dit de pianoter, il vous demande juste de venir passer éventuellement au frein, lâcher et peut-être refreiner. La bonne inertie, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'à 50 km/h, la trajectoire naturelle de la voiture, c'est de venir à peu près par là. C'est plutôt pas mal. Alors au début, vous allez prendre le volant parce que vous allez partir seul avec les voitures, on ne sera pas avec vous. Vous allez prendre le volant de la voiture et vous dire « Oh là, sur les tours de démo, 50, ça me paraissait bien vite. Moi, je vais assurer le coup, je vais rentrer à 40. » Eh bien, c'est une fausse bonne idée. Parce qu'à 40 km/h, l'inertie naturelle de la voiture, vous aurez un plot de braquage, vous aurez un endroit à peu près pour braquer. L'inertie naturelle à 40 va vous emmener par là. À 50, comme je vous le disais, c'est par là. Et pour les plus étourdis, qui vont rentrer à 60, en effet, l'inertie naturelle vous emmènera par là-bas. Alors je ne dis pas que c'est impossible à 40 et à 60, je dis juste qu'il y aura plus de trucs à gérer. Et une fois de plus, des trucs à gérer, ne vous en gardez pas trop. Rentrer à la bonne vitesse, c'est déjà 50 à 60% de la réussite de votre passage aujourd'hui. À 60 km/h, alors il y a une notion qu'on va voir là tout de suite, là maintenant, c'est qu'il y aura une notion de freinage. À 60 km/h, il faudra freiner plus longtemps. Parce que naturellement, votre voiture ira à l'extérieur de par son inertie comme ça. Donc il faudra la freiner. Mais comme freiner, ce n'est pas un réflexe naturel, eh bien vous allez subir ce truc-là. Et donc pour éviter de se mettre dans des situations périlleuses au début, vous allez rentrer à 50. Et pour rentrer à 50 aujourd'hui, ne faites pas confiance à votre instinct. 50 km/h en ville, on a tous nos repères. On sait à peu près si on est dans la norme ou pas. Aujourd'hui, 12 mètres de large, 300 à 400 chevaux, seul en voiture, je peux vous assurer que vous serez à 10 km/h près largement. Donc, vous allez tous faire ce qu'on fait en général à l'approche d'un radar. Vous allez regarder 10 fois votre compteur. Et vous allez vous donner un laps de temps avant pour checker tout ça. Alors moi, je ne connais pas votre niveau aujourd'hui. Certains d'entre vous débutent. Pour la première fois, vont venir sur un circuit. Certains d'entre vous, et j'en reconnais 3-4, sont là déjà depuis la 3e, 4e fois, ou font de la compétition ou des track days. Je vais m'adresser, et je m'adresse aujourd'hui principalement à ceux qui n'ont pas de niveau. Mais vous verrez que même pour les expérimentés, il y a vraiment des trucs à choper. Parce que dans la vraie vie, en compétition, on ne se donne pas un laps de temps pour être à la bonne vitesse. Mais c'est ce que vous allez faire, vous, pour qu'en plus aujourd'hui, on parle tous la même langue. Donc en effet, avant cette épingle, vous avez une grande ligne droite dans laquelle vous allez vivre votre vie tranquillement. Et à l'approche de l'épingle, vous allez caler votre vitesse. Alors vous étiez en 4 dans la ligne droite, vous allez tomber la 3. La 3, c'est le rapport sur lequel vous allez être 80% de votre temps, 90% de votre temps aujourd'hui, quelle que soit la voiture dans laquelle vous vous trouviez. Je me cale en 3 et en effet, je me donne un laps de temps où je viens mettre mon aiguille sur le 50 et je regarde mon compteur. Je m'en assure. L'idée n'est pas tant d'être à 50 km/h 30 mètres avant. L'idée, c'est bien d'être à 50 à l'entrée du virage. Et vous verrez que si vous checkez trop tôt cette vitesse, assez rapidement, vous allez vous démunir. Et au fur et à mesure que votre voiture va arriver du virage, votre pied va commencer à soulager la pédale comme ça. Donc non, calez le 50 et restez sur le 50. Et là, vous êtes paré. Les mains à 9h15, ne vous embêtez pas à venir chercher le volant. Les mains à 9h15, je suis calé à 50 et à mon point de braquage, quart de volant, lâche le peu d'accélérateur qui me maintenait à 50 et pied sur le frein. Alors le pied sur le frein, c'est quelque chose d'extrêmement soft que votre passager ou que le moniteur, personne ne doit voir ou ressentir le moment où vous posez le pied sur le frein. C'est vraiment cette pression de frein que vous mettez lorsque vous arrivez à un feu stop
sans vouloir brutaliser les passagers dans la voiture. En revanche, je le dis, je le répète parce que c'est important, c'est pas frein je lâche, c'est pas une pression ponctuelle, c'est bien pied sur le frein que je maintiens. L'idée ici aujourd'hui, et d'ailleurs une attaque de frein franche aurait un effet inverse, l'attaque de frein franche, elle assoit la voiture. Le léger frein va aller charger l'avant de plus en plus et va vous délester l'arrière et donc vous permettra d'avoir une mise en dérive beaucoup plus progressive. Ça veut dire qu'il sera plus facile de l'assumer derrière. Certains d'entre vous ne nous ont pas attendus pour faire les cons en propulsion. On a tous, et vous avez tous l'habitude de déclencher la dérive à l'accélérateur. Ce n'est pas un aspect qu'on va bannir aujourd'hui, c'est un aspect que vous allez essayer de mettre de côté parce qu'aujourd'hui, on va vouloir mettre la propulsion, mais tout comme on le ferait en traction ou en 4 roues motrices, mettre la voiture en dérive avec du frein. C'est une demande plus universelle. Alors justement, pour ceux qui ont l'habitude de créer la dérive à l'accélérateur, aujourd'hui, je vous mets en garde parce que quand on vous demande de rentrer à 50 km/h, on est bien là en train de vous emmener vers une vitesse pour placer la voiture au frein. N'oubliez pas une chose, c'est que si je déclenche une dérive à l'accélérateur, ma voiture prend de la vitesse en glissant. Si je crée une dérive au frein, ma voiture perd de la vitesse. Et donc les vitesses d'entrée ne seront pas les mêmes. Si je veux déclencher ma voiture au frein, je rentre à 50 km/h. Si je veux déclencher une dérive à l'accélérateur, je rentre à 20 km/h parce que l'accélération nécessaire pour déclencher de la dérive m'emmènera plus d'inertie et me jettera plus loin. Allez, donc on est parti. Tourne le volant, lâche l'accélérateur, léger frein. Quand vous avez fait ça, vous avez fait 80% du job. Il manque une étape qu'il ne faudra pas négliger. Et surtout avec des vrais pneus sur la voiture. Parce qu'en effet, quand vous avez tourné le volant, lâché l'accélérateur et mis le pied sur le frein, vous sentez que votre voiture est en appui comme ça, elle se déleste un peu, malgré tout, elle n'a pas forcément envie d'y aller. Pour l'aider à ce moment-là, vous allez devoir, et ça je peux vous assurer que notre cerveau n'est pas programmé pour ça, vous allez devoir, dès que le pied est arrivé sur le frein, revenir les roues droites. La voiture va pivoter au moment où vous allez revenir les roues droites. Alors je ne sais pas si certains font de la moto parmi vous. La première fois que j'ai passé mon permis moto, mon moniteur m'a dit « Allez, à la porte là-bas, tu changes de cap franchement ». Et donc posé sur ma bécane pas très serein, au moment où je passe la porte, j'essaie d'aller à droite, mais j'y arrive pas, je force comme un blaireau, mais j'y arrive pas. Et là le mec me dit « Non, 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 pousse comme ça ». Deuxième passage, je pousse et je vois ma bécane engagée. Eh bien en voiture, c'est tout aussi illogique quand on vous le dit et c'est tout aussi efficace quand vous le faites. Ce qui va vous permettre de faire pivoter l'arrière de la voiture, c'est de revenir les roues droites. Donc tourne le volant, lâche l'accélérateur, pied sur le frein, je reviens les roues droites. Au niveau du timing, c'est très important. Je reviens les roues droites pour que la voiture glisse. Je ne reviens pas les roues droites parce que la voiture glisse. C'est ce qui se passera aujourd'hui parce que les pneus vont être gentils avec vous et que la voiture va se mettre à glisser facilement. Mais pour tous nos amis journalistes, là, quand ils essaient des voitures et qu'ils essaient de les faire glisser, en effet, il faudrait très rapidement chercher à revenir les roues droites plus tôt. Donc, tourne le volant, lâche l'accélérateur, pied sur le frein, revient les roues droites. Ben ça y est, elle est partie, votre voiture, elle va y aller. Et là, j'ai aucun doute aujourd'hui sur le fait que vous y arriviez. À force de passage et de travail, ça va le faire. Alors, elle va glisser beaucoup, elle va glisser un peu moins. Et elle va glisser encore un peu moins. Bah ouais, normal. Une voiture qui glisse, c'est une voiture qui se freine. Je vous rappelle que vous êtes revenu les roues droites. Pourquoi la voiture glisse quand on revient les roues droites? Allez, je prends 30 secondes. C'est simple. Enfin, c'est simple. Tourne le volant, lâche l'accélérateur, pied sur le frein. À l'instant T, mon train avant a deux choses à faire. Diriger la voiture et encaisser le frein. Et entre les deux, son cœur balance. Si vous avez créé le mouvement ponctuellement, si vous revenez les roues droites, le train avant n'a qu'un seul truc à capter, le frein. Il prend plus de frein, hop là, déleste un peu plus l'arrière qui d'un seul coup va se mettre à glisser. Donc en effet, cette étape, c'est le truc à choper dans le timing qui vous permettra de ne pas bagarrer avec la voiture. Tourne le volant, lâche l'accélérateur, pied sur le frein, revient les roues droites. Si je vous mets en situation, comprenez quand même, entrée d'épingle, sortie d'épingle là-bas, je tourne le volant, je lâche l'accélérateur, je mets le pied sur le frein et pour aller là-bas, je demande à mon cerveau de faire ça. Et je peux vous assurer qu'en effet, c'est pas simple. Allez, on revient à notre voiture qui glisse là. Vous êtes revenu les roues droites, l'arrière est parti, il est en train de glisser. C'est d'ailleurs à ce moment-là que vous savez si le moteur est là, là ou là, parce que la brutalité ne sera pas la même. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur ce genre de voiture avec le moteur devant, c'est plus simple quand même quand il est parti. L'arrière glisse beaucoup. Alors, petite parenthèse quand même, c'est à ce moment-là précis
que lorsque je parle de propulsion, de 4 roues motrices ou de traction, fait des branches. La branche traction, la branche 4 roues motrices et la branche pour propulsion sur laquelle on va partir. Dans ce premier quart de virage, on demande à toutes les voitures de glisser de la même manière. En revanche, pour la gestion de la dérive, on fait des branches. Donc nous, en effet, on part sur la branche propulsion. L'arrière est en train de glisser, les roues sont droites. Si vous restez les roues droites, vous allez partir en tête à queue. Il n'est pas idiot d'ailleurs pour ceux qui font des track days, lorsque vous avez des voitures qui n'ont pas d'assistance électronique, il n'est pas idiot de se dire à un moment, quand vous perdez la voiture à 100, 110, 120, 130, 150, on se trompe rarement de 50 km/h dans un virage. On se trompe toujours de 10 km/h, 5-10 km/h, ça veut dire que votre inertie, on n'est pas loin de la vérité malgré tout. Et donc si vous sentez que vous perdez la voiture, si vous revenez les roues droites en gardant le pied sur le frein, vous avez 80% de chances de rester sur la piste. Si vous cherchez à la contrôler instinctivement, vous avez 80% de risque de sortir de la piste. Donc, à ne pas négliger. Nous, ici, on ne veut pas partir en tête à queue. On veut contrôler cette dérive. Vous allez donc devoir contrebraquer. Et vous allez utiliser votre volant. Alors, vous allez contrebraquer peu et de plus en plus. Pourquoi je dis peu et de plus en plus? Parce que tourner le volant, ça prend du temps. On est en train de parler de dixièmes de seconde qui sont en train de s'écouler. L'avantage de tout ça, c'est que ça fait appel au contrebraquage. À la naissance, on a tous eu la même disquette. C'est l'instinct de survie, l'instinct de conservation qui fait que dans une voiture, quand ça glisse, on contrebraque, on est né comme ça c'est top. En revanche, dès que la voiture va se mettre à glisser, notre cerveau là, il dit ça pue. Et donc vous allez commencer à glisser et en même temps de contrebraquer, schlock, vous allez verrouiller le volant. Ça, c'est un peu plus problématique aujourd'hui parce que vous allez vous interdire momentanément de contrebraquer plus. Sur une voiture de série, quand on a fait un demi-volant de contrebraquage, c'est un bon début mais ça ne suffit pas, vous avez encore sur certaines voitures 3/4 de tour disponible. Et c'est dans cette amplitude-là que vous allez devoir aller jouer. Et donc il est impératif aujourd'hui que vos mains soient libres, pas d'engagement physique, ne vous crispez pas dans la voiture, bien au contraire. Gardez et ayez cette faculté de tourner vite le volant. Belle amplitude et vitesse d'exécution. Ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être essayer d'expliquer. Alors 90% d'entre vous vont bricoler un truc qui tient à moitié debout. Donc, si toutefois le maniement de volant est un frein à votre progression, on mettra 2-3 petits outils en place. Alors je vous le donne en mille, les petits outils, en général, c'est qu'on monte avec vous. Et quand la voiture commence à glisser, on vous met une énorme claque dans le volant, qui vous débug un peu, et vous prenez conscience à ce moment-là que le volant, il peut tourner plus. Et d'un seul coup, c'est gagné. Donc en termes de pédagogie, on est à 2 sur 10 à cet endroit-là. Mais c'est juste de capter qu'à un moment, en effet, vous allez pouvoir contrebraquer plus. Vous allez donc devoir contrebraquer avec de la vitesse d'exécution et de l'amplitude. L'objectif, c'est quoi? C'est de déplacer autant l'avant que l'arrière. On va passer dans une autre sphère, dans une autre dimension à cet endroit-là, parce que depuis le début, on est en train de faire des maths. Rentre à 50, rentre à 50. Quart de volant, lâche accélérateur, ok. Pied sur le frein, revient les roues droites. C'est une checklist. Et donc là, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Pour les matheux, ça va le faire. Et puis, il y a un moment, c'est votre feeling qui va devoir causer. Et c'est là que ça change de 3 trucs, parce qu'on n'est pas tous nés pour faire ce genre de choses. Qu'est-ce que vous allez devoir ressentir? Vous allez devoir ressentir que vous êtes autant en train de déplacer l'avant que l'arrière. Et là, en effet, nous, à ce moment-là, on ne peut rien pour vous. Moi, aujourd'hui, je peux vous donner 20% de théorie. Je ne peux pas donner plus. Les 80% restants, c'est vous qui allez aller les chercher. Donc, en effet, je tourne le volant, je lâche l'accélérateur, pied sur le frein, je reviens les roues droites, je garde le pied sur le frein, je contrebraque, je garde le pied sur le frein. J'essaie de ressentir ce moment où 1, je freine la voiture latéralement et 2, je déplace autant l'avant que l'arrière. Alors à ce moment-là, il se passe toujours la même chose. L'arrière glisse beaucoup et de moins en moins. Vous, contrebraquez peu et de plus en plus. L'arrière glisse beaucoup et de moins en moins. Vous déplacez peu l'avant et de plus en plus. Vous allez à un moment tomber sur une sorte d'équilibre que vous allez très certainement ressentir. Et on en a d'ailleurs pour preuve tous nos témoignages, alors dites tous, de nombreux témoignages quand on a tarté sa voiture et qu'après avoir digéré la pilule, on raconte à nos potes. Les témoignages sont toujours les mêmes. C'est « je suis rentré dans le virage, ma voiture a glissé, je l'ai contrôlée et après je ne comprends pas ». Pourquoi est-ce qu'on dit tous « je l'ai contrôlé » ? Parce qu'on ressent ce moment. On est truffé de capteurs qu'on n'utilise pas. Et là, à un moment, votre capteur gyroscopique, là, il vous dit « oh, c'est bon, tu l'as ». Alors prenez vite la photo, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. L'arrière va continuer gentiment de perdre de la vitesse. Mais vous, votre processus de contrebraquage, il est lancé. Et pour les plus motivés d'entre vous, il n'y a que la butée qui vous arrêtera. Sans vous en rendre compte,
vous êtes à ce moment-là en train de plus déplacer l'avant que l'arrière. Alors au début, on est dans de la subtilité de pilotage. La subtilité de pilotage, elle va s'arrêter brutalement au moment où l'arrière, n'ayant plus assez d'inertie, va s'arrêter de glisser. Alors on est tenté de se dire que c'est une bonne chose. Faut voir. Tant que la voiture est en train de glisser, il n'y a pas de problème. En revanche, elle est en train de s'appuyer sur ses ressorts. Et elle glisse, et elle glisse, et elle glisse. Elle arrête de glisser. Le ressort n'est plus sous contrainte. Il reprend sa forme initiale. Et je vous le donne en mille, vos roues sont complètement braquées à l'opposé. Et là, vous allez prendre ce qu'on appelle un coup de raquette. C'est d'une violence rare, pour plusieurs raisons. Donc je vous fais les traces au sol. C'est un truc comme ça. C'est d'une violence rare pour deux raisons. Un, parce que le ressort, quand il se détend, il ne dit pas s'il vous plaît, il envoie tout ce qu'il a en rayon. La deuxième, c'est que vous, dans la voiture, une seconde avant, vous aviez l'impression de la tenir. Et je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, alors d'ailleurs, je me suis promis un jour de mettre une GoPro sur vos visages pour juste voir en fait ce qui se passe dans vos yeux. C'est assez rigolo. Pour l'avoir vécu au moins en passager, vous êtes en train de glisser, vous avez les yeux bien sur la sortie là-bas, vous êtes en train de glisser et à un moment vous prenez le coup de raquette et là la voiture commence à partir mais vous n'y croyez pas, vos yeux restent sur la sortie et hop là, les yeux se barrent ensuite là où ils peuvent. Ça, c'est notre petit problème du jour. Pas tant dans les virages serrés, et là je rassure quand même ceux qui commencent à avoir des yeux comme ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans 80% des virages, quand on est rentré à 50, qu'on a tourné le volant, lâché l'accélérateur et gardé le pied sur le frein, le point GPS de votre voiture, là, il est à 25 km/h. C'est pas vite. Si ça se passe mal, ça ne se passera pas très mal. Alors la sensation que vous avez, vous, dans la voiture à ce moment-là, c'est d'être entre 130 et 150. Non, on n'est pas vite. Alors c'est à partir de ce moment-là que vos routes à tous vont se séparer, et je ne parle pas que des traces au sol en effet, puisque là, c'est le feeling, c'est votre ressenti qui va vous permettre de capter ça plus ou moins rapidement aujourd'hui. Alors je vais enlever ça quand même parce que ça fait peur. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, qu'est-ce que vous allez devoir ressentir? Eh bien vous allez devoir ressentir que vous êtes en train de déplacer autant l'avant que l'arrière, et en même temps, vous êtes en train de freiner la voiture. Vous allez la freiner, la freiner, la freiner. Et avant, donc on avait un train arrière qui allait s'arrêter de glisser. Et bien avant qu'il ne s'arrête de glisser, c'est avec l'accélération, le patinage, que vous allez continuer de déplacer l'arrière. Et à ce moment-là, à vous le contrôle de dérive d'une propulsion. L'accélérateur déplace l'arrière, le volant déplace l'avant. Et ça peut durer très très longtemps. Il y a un outil parfait. Et un jour, peut-être que j'aurai l'occasion sur ce circuit d'agrémenter le circuit d'un énorme rond-point dans lequel je vous enverrai tous les uns, 5 minutes, glisser pour trouver ce point d'équilibre. Le rond-point, il est parfait pour ça. Et d'ailleurs, dans toutes les écoles de pilotage et dans l'école de pilotage sur glace, où on vous proposera d'ailleurs des stages cet hiver en Laponie, eh bien, il y a sur les lacs gelés, les tracés, et toujours des grands cercles dans lesquels on vous envoie là-bas bosser un petit peu le point d'équilibre. Et vous verrez d'ailleurs aujourd'hui que le point d'équilibre, quand on arrive à le choper, il est assez facile de l'entretenir. Et donc dans un rond-point, après un tour de bricolage, quand on commence à trouver le point d'équilibre, eh bien on finit le tour de rond-point en glissant. Pour fêter ça, on fait un deuxième tour de rond-point en glissant. Eh bien quand on a fait 2 tours de rond-point en glissant, le plus compliqué, c'est pas de faire un 3e tour de rond-point. Le plus compliqué, c'est d'arrêter de glisser pour sortir du rond-point. On reviendra là-dessus juste après. En revanche, ici, vous avez repris les gaz, ok? Alors, la reprise de gaz, c'est 10% d'enfoncement de pédale de gaz. Pour les plus gourmands, si vous accélérez trop franchement, on verra tout de suite ce que ça donne. Vous avez une voiture qui va partir franchement en tête à queue. Donc en effet, aujourd'hui, avec la puissance qui vous est proposée, avec l'adhérence qui vous est proposée, eh bien, et les pneus qui vous sont proposés, vous serez à peu près à 10%. Dans la vraie vie, on est à 20%, mais pas beaucoup plus. Ces 10% vont vous faire reprendre de la vitesse. Ce qui fait qu'à un moment, les 10% ne suffisent plus pour continuer de glisser. Vous allez passer à 20%. Allez, on passe à 20% d'enfoncement de pédale de gaz. Tout ça, bien sûr, se faisant progressivement, vous allez emmener votre voiture de plus en plus loin. Vous étiez contrebraqué, bien sûr, vous restez contrebraqué. Il y a encore un peu de place. Le virage n'est pas terminé, je continue. Allez, on peut aller, je suis un peu gourmand sur l'accélérateur, on peut aller jusqu'à 30%. 30%, c'est beaucoup.
Aujourd'hui, avec une M2, une M4, sur une piste bien mouillée, vous serez à 20-25% en fin de virage. Et 20-25%, ça vous permettrait de quasiment faire un tour de rond-point. Voilà. Comme je vous le disais, on arrive à l'étape, à mes yeux, la plus critique aujourd'hui. Pourquoi la plus critique? Parce que là, vous êtes rentré en ligne droite à 50 km/h, même pas peur. Là, vous êtes en train de glisser à 25 km/h, même pas peur. Là, attention, vous avez réaccéléré et vous êtes en train de glisser. La voiture est en train de glisser à 50-60 km/h. Elle a repris de la vitesse, elle est dynamisée, votre voiture, elle est beaucoup plus vivante. Il y a eu une boulette à pas faire. Je vous mets en situation, vous êtes rentré dans l'épingle, vous avez glissé. Tac, vous avez remis les gaz. Vous êtes bien contrebraqué, vous avez un tour entier de contrebraquage, vos yeux sont sur la sortie, vous avez 30% d'enfoncement de pédale de gaz. C'est quoi la boulette à pas faire? Ne lâchez pas l'accélérateur, surtout ne lâchez pas l'accélérateur. Il y a un truc qu'il faut capter quand même à ce moment-là, c'est que depuis que vous avez accéléré, les ressorts derrière, ils sont comprimés. 10%, 20%, 30%. Les ressorts, ils sont comprimés. Ils attendent le moment, ils vont pouvoir se détendre. Si vous leur laissez une seule fenêtre de tir pour qu'ils puissent se détendre, bon, vous serez jeté. Et donc, en effet, vous allez devoir passer de là à là, non pas en rajoutant de l'accélération, le virage se termine, non pas en soulageant l'accélérateur, vous risquez de prendre un coup de raquette, mais bien en fixant les 30%, alors je dis 30%, ça peut être 25 ou 22, mais en tout cas en figeant l'accélérateur tel qu'il est à ce moment-là. Et là, en effet, votre voiture, attention, hein, avec 400 chevaux, 30% d'accélération, la voiture, elle continue de prendre de la vitesse. En revanche, son point de patinage va s'essouffler et la voiture va revenir dans l'axe. Et c'est à ce moment-là qu'en effet, le seul capteur qui peut vous aider à ne pas prendre le coup de raquette, c'est votre regard, c'est vos yeux. Et vous nous entendrez dire tout au long de la journée, lève la tête, regarde où tu veux aller, ça va conditionner ce qui se passe au volant. Donc en effet, posez vos yeux sur la sortie là-bas et au moment où vous allez sentir que la voiture commence à revenir dans l'axe, avec un peu de retard au début, hop, vous allez commencer à débraquer. Petite parenthèse sur le regard, c'est un piège aujourd'hui. Dès que votre voiture va commencer à glisser, en 0,2 de seconde, vous allez checker tous les problèmes. Le vibreur, l'herbe, le gravier, le rail, le cône que la voiture de devant, qui traîne depuis 300 mètres, vous a laissé là, pomme, au milieu. En 0,2 de seconde, vous avez le tableau complet. Eh bien, si vos yeux chopent ce qui semble être un danger imminent, vous allez rester focus dessus. Mais attention, danger imminent, ce n'est pas forcément le truc le plus dangereux. C'est simplement l'élément qui, dans l'histoire, perturbe votre évolution. Par bonheur pour nous aujourd'hui, ce qui risque de vous perturber le plus finalement, c'est le plot qui a été déposé par la voiture de devant et qui est dans votre trajectoire au milieu. Eh bien, je vous le donne en mille, vos yeux vont rester focus sur le plot et vous irez sur le plot. Très très important, soyez un peu binaire au début, regardez où vous voulez passer et regardez où vous voulez sortir. Les yeux vont vraiment tout conditionner. Moi, je connais ce circuit par cœur, je connais les graviers par les prénoms, je connais même les enfants des graviers. Eh bien, je peux vous assurer que si je ferme les yeux là-bas, je ne glisse pas 10 mètres. Je pars en tête à queue instantanément. Bon allez, je vous remime une fois le truc en entier. Je suis dans la ligne droite, je suis en 4, je ralentis, boum, je mets la 3, je me cale à 50, je me donne un petit laps de temps, pour être à 50. Ça y est, j'y suis. Allez, quart de volant, lâche l'accélérateur, pied sur le frein, revient les roues droites et tout de suite contre-braque. Attention, quand je vous dis de revenir les roues droites, n'attendez pas 3 secondes. Hein. Vous revenez les roues droites pour tout de suite commencer à contre-braquer. Et votre pied reste sur le frein. Et je freine ma voiture. Ça y est, j'estime que je l'ai suffisamment freiné. Je lâche le frein, je réaccélère 10%, 20%, 30%, je suis bien contrebraqué, mes yeux sont sur la sortie. Je fige les 30%, la voiture continue d'avancer, commence à moins glisser. J'ai les yeux là-bas, donc je sens qu'elle change de cap. Hop, j'essaie de débraquer. L'idée étant de synchroniser la mise en ligne droite de la voiture et de vos roues. J'ai passé 25 minutes à vous raconter un truc qui va durer 3 secondes dans la voiture. Autant vous dire qu'au début, il va vous manquer des étapes entières. Alors en général, c'est tourne le volant, tête à queue, j'ai rien vu. Vous allez voir au fur et à mesure, bien sûr, tout ça va gentiment rentrer dans l'ordre. Juste une petite chose quand même aujourd'hui. De temps en temps, les virages se suivent.
Et là, passionné de voiture que vous êtes, tout comme moi, vous gardez en tête ces images de Suède, de Finlande, où vous voyez les pilotes glisser, partir dans un autre virage. Et là, vous dites, moi aussi, c'est mon jour, j'y vais. Et d'un seul coup, vous êtes en train de glisser, 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 glisser. Et là, ce pif, paf, vous tend les bras et vous décidez de changer d'appui. Et donc, vous étiez bien contre-braqué avec votre accélération. Vous voyez le deuxième virage qui est là-bas. Et donc, un peu naïvement, vous vous dites qu'en lâchant l'accélérateur, elle va changer d'angle. Ah bah oui, faites-lui confiance, elle va changer d'angle, mais beaucoup plus franchement que ce que vous imaginez. Et vous allez prendre un coup de raquette. Alors, entre coup de raquette et appel contre appel, on utilise les mêmes phénomènes physiques, sauf qu'il y en a un où on va à peu près où on veut et l'autre où on subit totalement ce qui se passe. Donc en effet, les transitions ne se font pas comme ça par hasard. Et sachez simplement que quand vous êtes en train de beaucoup glisser, si vous voulez à un moment changer d'angle, il vous faudra anticiper un peu tout ça et glisser un petit peu moins pour changer d'appui. Si je glisse un peu moins, mon ressort est moins comprimé, il me jettera moins. Si je suis en train de beaucoup glisser, il me jettera beaucoup. Voilà. Je ferme la parenthèse dans un premier temps et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Et puis d'ailleurs, moi je ne vous connais pas, il va falloir d'abord me prouver que vous êtes capable de faire toutes ces petites choses-là. Vous allez glisser dans un virage et stabiliser. Glisser dans un autre virage et stabiliser. Allez, j'arrête de vous embêter avec toute cette technique, juste sur la philosophie de la journée. Moi, j'organise aujourd'hui les stages que j'aurais rêvé vivre il y a 30 ans, raison pour laquelle vous allez avoir une belle et grande liberté d'évolution. C'est vraiment mon souhait, c'est comme ça que je le conçois. En revanche, grande liberté d'évolution, c'est aussi possibilité pour vous de faire d'énormes conneries. Il va falloir être tout connecté. Quelques situations, alors deux zones bien distinctes aujourd'hui, les zones sèches et les zones mouillées. Les zones mouillées sont les zones sur lesquelles vous allez faire glisser les voitures, essayer de mettre tout ça en application. On attaque avec 100% de la difficulté. On ne va pas faire un virage, puis un autre, puis un autre. Non, non, on attaque avec 100% de la difficulté. Il y a des virages dans lesquels vous pourrez faire vos gammes. On est ici dans un virage serré. Il y a des virages, et on va en parler juste après, qui sont beaucoup plus rapides, qu'il ne faudra pas appréhender de la même manière, loin de là. Et donc, vous avez les zones sèches, qui sont les zones de liaison. C'est juste une zone que vous allez utiliser pour sortir de la zone mouillée et récupérer la zone mouillée. Ne faites pas les cons sur cette zone-là. Voilà. On a eu sur les 3 dernières années plus de problèmes finalement sur les zones sèches que sur les zones mouillées et ça c'est dommage. Alors pourquoi? C'est simple, je ne peux pas vous en vouloir au début, mais je vous demande quand même d'y réfléchir fortement. C'est que quand vous êtes en train de glisser, vous êtes à 10, 20, 25% d'accélérateur et ça vous va bien. Et puis à un moment, arrivé sur la zone sèche, il n'y a pas de plot, il y a de la grande ligne droite qui vous appelle. Vous vous dites, dis donc, elle a l'air quand même de marcher cette M2 compète ou cette M4. Et là, dans la ligne droite, vous avez envie d'accélérer. C'est une très très mauvaise idée. N'oubliez pas une chose, aujourd'hui, les voitures vont glisser avec des petits pneus. Et c'est loin d'être un détail, avec les aides électroniques complètement désactivées. Et donc le ressenti de puissance que vous avez à ce moment-là, c'est pas 400 chevaux ou 450 chevaux, c'est 700 ou 800 chevaux. Et je peux vous assurer que pour l'instant, vous n'êtes pas armé. Les réseaux sont truffés de vidéos, de grosses caisses, de 600-700 chevaux, de gars qui appuient généreusement sur l'accélérateur en ligne droite et qui finissent par s'envoyer des coups de raquette au bout de 50 mètres ou 100 mètres à droite ou à gauche. Et c'est malheureusement ce qui peut nous arriver aujourd'hui si vous décidez d'accélérer franchement. Vous pouvez accélérer progressivement, mais jamais, jamais d'accélération franche sur les zones de liaison. Donc captez bien aujourd'hui que la sécurité, c'est vous qui l'avez entre les mains, c'est pas nous avec nos Toki. Situation que vous allez rencontrer à de nombreuses reprises aujourd'hui. Épingle et voitures en tête à queue dans l'épingle. Ce sera la foire au tête à queue aujourd'hui. Il y aura toujours en moyenne 3 à 4 voitures en tête à queue simultanément partout. Et donc, lorsque vous rentrez dans un virage, assurez-vous toujours qu'il n'y ait pas de voiture arrêtée. Alors c'est d'une logique implacable à l'heure à laquelle je vous le dis. Je peux vous assurer que dans 2 heures, il en sera tout autrement parce que vous êtes tellement focus sur ce que vous avez à faire que vous en oubliez les fondamentaux et notamment de regarder, de lever la tête un peu plus loin là-bas, voir ce qui se passe. Donc en effet, quand vous rentrez dans un virage, si toutefois il y a une voiture arrêtée, ne vous arrêtez pas, calmez le jeu, passez tranquillement à côté de cette voiture et continuez votre évolution. En revanche, si c'est vous qui êtes en tête à queue, en train de partir en tête à queue ou déjà en mouvement, arrêtez-vous. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au moment où vous êtes parti en tête à queue, notre analyse à tous, elle est proche de celle du bulot, c'est-à-dire vous n'avez plus d'analyse du tout de ce qui se passe. Notre champ de vision, vouf, fait comme ça. Et d'un seul coup, vous vous retrouvez un peu démuni en disant, voilà, je ne sais pas trop. Sachez quand même qu'aujourd'hui, vous allez changer d'univers très régulièrement, passer d'une M2 à une M4, à une Supra, à une GR86. Et donc, obligatoirement, quand vous êtes dans la voiture, vous avez changé d'environnement.
Donc les premières, les marches arrière, les désactivations, tout ça, ça vous demande du taf. Donc au contraire, perdez 2 secondes ou 3 secondes de votre temps aujourd'hui, mais immobilisez la voiture. Ça, c'est important. Mécaniquement, il se passe des choses. Vous êtes en troisième avec une boîte méca. Tourne le volant, lâche l'accélérateur, pied sur le frein, débraque, contre-braque. Et puis là, la voiture prend de l'angle. Alors ce qui est très surprenant et que j'ai encore beaucoup de mal à m'expliquer après 30 ans, c'est que vos yeux qui étaient sur la sortie à un moment décident de lâcher l'histoire parce que ça doit être trop compliqué d'aller là-bas. Et donc la voiture a pris beaucoup d'angles, mais vous y croyez encore. Ça fait belle lurette que nous, sur le côté, on sait déjà que l'histoire est écrite. Hop, on ne regarde plus la sortie. Et d'un seul coup, votre voiture ayant pris de l'angle, le bord là, il n'est pas très loin. Donc vous regardez le bord. Mais là, vous estimez que ça peut encore le faire. Et donc vous réaccélérez. Pour aller là-bas, c'est cuit. Ça ne fait qu'amplifier le système et votre voiture part franchement tête à queue. Et là, on rentre dans un phénomène physique qui ne me fait pas rêver. C'est que vos roues étaient en train de patiner dans ce sens-là, mais votre voiture a commencé à reculer. Et au moment où vous allez lâcher l'accélérateur en vous disant « Merde, je suis en train de partir en tête à queue », les roues doivent tout de suite partir de l'autre côté. Sauf que votre voiture, elle est en troisième, elle est en train de reculer. Elle devrait aller comme ça, elle va comme ça. Mécaniquement, elle n'aime pas du tout. Électroniquement, elle n'aime pas du tout. Je reviens sur ce moment un peu stratégique. Quand vous sentez que c'est cuit, il faudra essayer de sentir que c'est cuit, que la voiture est en train de partir en tête à queue. Si vous êtes en boîte méca, embrayage frein pour désolidariser moteur-boîte et les roues, que vous puissiez avoir des roues qui se mettent à tourner dans l'autre sens. Et si vous avez une boîte auto, boîte DKG, PDK et autres, sautez sur le frein assez tôt. Voilà, quand vous estimez que c'est cuit, sautez sur le frein. Le frein, à ce moment-là, a un pseudo-effet d'embrayage qui fait que ça désaccouplera tout simplement la transmission. Attention, même sur une boîte auto, si je reste accéléré alors que ma voiture commence à partir en tête à queue et que je lâche l'accélérateur, la boîte ayant besoin d'un laps de temps de 0 contrainte, j'abîme quand même le matos. J'aurais rêvé vous proposer les petites Alpines. Il se trouve que j'ai décidé d'arrêter de faire rouler ces voitures puisque j'ai acheté 4 Alpines, j'ai cassé 5 boîtes de vitesse et je vous le donne en mille, hein, les dernières, 3000 km, 8000 km, des voitures neuves non préparées. Il y a un bug dans la boîte de vitesse à ce moment-là, elle ne sait pas gérer cette situation-là et on pète les boîtes. Alors l'histoire n'est déjà pas drôle, mais à partir du moment où Alpine me dit que j'ai plus de garantie, là on arrête de jouer. Donc en effet, la dernière boîte de vitesse, je l'ai sur l'oreille, et un peu mauvaise. Désolé, il n'y aura pas d'Alpine. Vous avez récupéré une M de compétition. Honnêtement, c'est sympa aussi. Si l'un ou l'une d'entre vous se pose dans un bac à gravier aujourd'hui, ça peut arriver. Essayez d'en ressortir une fois, sans accélérer franchement. Si la voiture bouge, ne vous arrêtez pas et vous sortez. Si toutefois la voiture est un peu posée, pas de panique, on vient vous chercher et on vous sort de là. Une chose est sûre, et là on vous demandera quand même d'être très à l'écoute, on vous annoncera une voiture posée à tel ou tel endroit. Et donc, obligatoirement, soyez réceptifs. Ne jouez pas, ne jouez jamais à côté d'une voiture arrêtée. Je le dis, je le précise, parce que certains d'entre vous ont de l'expérience. Et quand la voiture est garée complètement à l'extérieur et que vous dites « Non, mais moi, de toute façon, je sais passer à la corde », oui, je vous fais confiance, vous êtes capable de le faire. Il y a juste un truc que vous avez oublié, c'est que 50 tours avant vous, la voiture, elle est rentrée dans le bac à gravier et il y a un petit caillou qui est venu se loger entre le pneu et la jante. Et on ne s'en rend pas compte, mais à chaque tour de roue, ce pneu, il perd un peu d'air. Et il en perd, et il en perd, et il en perd. Jusqu'au moment où il n'y a plus assez d'air dans le pneu et que justement, au moment où vous mettez la voiture sous contrainte, elle déjante. Et là, la voiture qui devait passer là, elle déjante, elle se déplace de 5 mètres et elle va se loger dans la voiture en face. Donc, ne jouez pas à ça, il n'y a pas de souci. On va passer le plus clair de notre temps à glisser, il n'y aura aucun problème. Allez, je termine avec un message qui, depuis 30 ans, je n'arrive pas à vous glisser dans le cerveau. Mais vous avez vu, je m'entête. En circuit, on roule en trajectoire. Point d'entrée assez haut, point de corde dans le dernier tiers et point de sortie qui serait vachement loin là-bas. Allez, ça va ressembler à un truc comme ça. OK? Voilà. Trajectoire, elle ressemblerait, idéal en tout cas, elle ressemblerait à un truc comme ça, avec une bonne ligne droite pour bien freiner, une bonne ligne droite, pseudo-droite pour réaccélérer. Alors nous, on ne va pas vous emmerder avec la trajectoire aujourd'hui. La trajectoire qui m'intéresse, c'est que vous restiez sur la piste. Malgré tout, s'il y a un Loeb, Ogier, Tanak, Verstappen, Hamilton qui sommeille en vous et qui se réveille aujourd'hui, alors on va vous dire, dis donc, c'est top ce que tu fais, le hasard n'a plus sa place, c'est construit, c'est bien freiné, reprise de gaz calibrée, ça sort. Là, on va vous inviter à amener un peu d'efficacité à votre glisse, d'amener un petit peu de trajectoire à la glisse. Pourquoi pas venir chercher un point d'entrée un peu plus haut,
un point de corde à la corde et un point de sortie le long de la bande blanche pour optimiser vraiment toute la largeur de cette piste. Alors des fois, le Sébastien Loeb qui sommeille en vous, il ne se réveille pas. Et donc, ça c'est génial, ça c'est bien, ça c'est ce que vous allez faire. Et c'est pour ça que je finis avec ça. À ce moment-là, il faut quand même capter un truc, c'est que votre voiture, là, ça fait 3-4 mètres qu'elle est déjà en train de glisser latéralement dans le bac à gravier. Et donc vous êtes en train de bourrer la jante de gravier, de bourrer l'étrier de gravier, de sabler le bas de caisse, d'arracher le bas de pare-choc. C'est la fête au village. Donc, pour éviter d'arriver à ce moment-là, il y a quand même les fondamentaux. Ces 3 voitures sont rentrées à la bonne vitesse, elles sont rentrées à 50 km/h. La vraie différence, c'est que lui, là, le pro, il est rentré à 50, mais il est resté 2 secondes sur le frein. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vous bourre le crâne avec ça. Je vous dis quoi? Je vous dis tourne le volant, lâche l'accélérateur, pied sur le frein, débraque contre braque, garde le pied sur le frein, garde le pied sur le frein. Elle est là, la réussite du truc. Gardez le pied sur le frein. Vous allez perdre de la vitesse. Comme je vous le disais, rentrer à 50 km/h, c'est rentrer à 110-120%. La voiture passe pas de 50 à 25 juste en lâchant l'accélérateur. Elle a besoin de frein. Perdez de la vitesse. Lui, il est resté 2 secondes sur le frein. Lui, il est resté 1 seconde sur le frein. Et ça, c'est ce qu'on fait tous naturellement. Dès que vous allez sentir que la voiture se met à glisser, vous vous dites, c'est bon, c'est parti, à moi la dérive. Et donc, vous allez non seulement lâcher le frein très tôt, si toutefois vous avez pensé à poser le pied dessus, mais surtout, vous allez réaccélérer. Trop de vitesse, trop d'inertie, c'est le ballon lancé trop loin, ça ne passera pas. Trop d'inertie, ça vous éjectera à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment, et vous verrez, notre instinct nous fait lâcher le frein très très rapidement. Rester 2 secondes sur le frein, c'est ce qu'il y a de... C'est le plus compliqué aujourd'hui pour vous. Quand vous aurez capté tout ça, vous pourrez rentrer à 50 km/h, voire à 55 km/h, voire peut-être à 60 si on a des bons pneus, en tenant le frein non plus 2 secondes, mais peut-être 3 secondes. Comme je vous le disais, les épingles et familles d'épingles vont représenter 80% des virages dans lesquels vous allez rentrer. Aujourd'hui, malgré tout, il y a quand même un virage qui va sortir du lot, c'est un peu le Graal de la journée. D'ailleurs, n'en faites pas un objectif de fin de journée, vous pourriez être déçu. Le long virage gauche. Alors, avant ce long gauche, vous avez une sorte de pif-paf comme ça et un très long gauche. Allez, hop, pif-paf et un très long gauche. Alors, autant dans les épingles, on rentrait à 50, autant ici, vous allez devoir rentrer à minima à 60 km/h. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, vous avez près de 300 mètres de dérive. Là, on a 270-280 mètres de dérive. Vous allez devoir lancer la voiture dans ce long virage gauche. Ce qui se passe en général, c'est que vous oubliez de prendre de la vitesse pour entrer dans ce long gauche. Vous déclenchez une dérive et très naturellement, la trajectoire de la voiture, c'est de venir à l'intérieur. Vous le déclenchez plus tard, mais elle revient encore à l'intérieur. Et souvent, vous nous dites « Ah, je ne comprends pas, à chaque fois, ma voiture finit à l'intérieur. » Oui, en effet, parce que vous ne l'avez pas lancée assez fort. Lancez-la, votre voiture, dans le virage et prenez de la vitesse. Et c'est pour ça qu'en sortie de pif-paf, vous devez être à peu près à 40 km/h ici, eh bien, prenez le temps de reprendre de la vitesse. Donnez-vous un temps d'accélération. Quand tout ça ira super bien, vous essaierez d'enchaîner. Mais ne pensez pas qu'en sortant de ce pif-paf à 40 km/h, vous allez pouvoir tout de suite partir dans le long gauche. C'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. Il vous faudra de l'inertie. Donc, donnez-vous un temps pour rentrer dans le grand gauche. Après, en effet, vous goûterez aux délices de la dérive dans le long gauche sur un accélérateur plus ou moins stabilisé. Non seulement je dois rentrer à 60 km/h, mais en plus, je n'utilise pas le frein. Vous allez uniquement déclencher la dérive au lever de pied, en lâchant l'accélérateur. Ça aussi, c'est une vraie différence. Autant dans les épingles, je rentre à 50 et je reste sur le frein près de 2 secondes. Autant ici, j'ai besoin d'inertie. Je n'utilise pas le frein au risque de perdre trop de vitesse et de venir à l'intérieur. Je lance ma voiture et en rentrant à 60, juste en lâchant l'accélérateur, la voiture se place, reprise de gaz et c'est parti. Et vous allez glisser le plus loin possible. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est tout simplement que pour imager mes propos, que nous vous embarquions sur 2 ou 3 tours pour voir un peu à quoi ça ressemble vraiment 50 km/h, un quart de volant et une voiture qui glisse. On ne revient plus maintenant en théorie, il nous reste 5 heures de roulage. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous êtes venus. Donc en effet, fini la position assise en salle maintenant, l'idée c'est d'aller glisser, on est parti.